Ce podcast est soutenu par Juste, expert suisse depuis 90 ans en cosmétique à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles. Si ces thématiques vous passionnent et que vous cherchez la liberté dans un métier qui vous ressemble, Juste se développe et recrute en ce moment des conseillères et des conseillers à domicile partout en France. Un immense merci à Juste pour leur soutien. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Gestalt thérapeute, coach, conférencière et auteure de Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Spécialiste dans l'accompagnement des femmes et de la guérison du féminin, elle est également la fondatrice de l'Académie du féminin, là encore, et a mené des recherches personnelles sur les conséquences des abus et agressions sexuelles et sur la manière dont ces traumatismes s'inscrivent dans la mémoire corporelle, psychique et cellulaire, allant même jusqu'à toucher l'âme. C'est vraiment un brûlant sujet d'actualité, la libération de la parole des femmes, mais aussi des hommes, victimes d'inceste et d'agressions sexuelles en tout genre. Douloureux, mais un thème essentiel qui sera le thème de notre épisode d'aujourd'hui. Pour parler de ce sujet, je suis vraiment absolument ravie d'accueillir Catherine Oberlé. Bonjour Catherine. Bonjour Anne et merci beaucoup pour cette invitation. Avec grande joie. C'est vrai que, je le disais en introduction, c'est un sujet qui, hélas, est brûlant d'actualité. À la fois, hélas, et à la fois, on a envie de dire tant mieux parce que, évidemment, on a envie que ce sujet sorte du bois et il faut qu'il sorte du bois, absolument. Oui, il est vraiment temps. Parce que moi, je vois, j'ai commencé à vraiment à travailler, à accompagner les personnes sur ce sujet il y a une dizaine d'années et vraiment, on n'était pas là encore. C'était vraiment difficile. C'était vraiment, comme tu dis, maintenant on sort du bois, mais à l'époque, c'était encore très difficile. Donc, il est temps. Il est temps. C'est grâce au mouvement MeToo aussi qui a précédé ce mouvement qu'on en arrive là quelque part. Oui, ça a aidé à délier la parole. Les gens, enfin, se sont dit, moi aussi, j'ai le droit de parler, même si MeToo, c'est un peu différent de ce qu'on va voir aujourd'hui, parce que MeToo, c'est plutôt, on parle de violences sexuelles sur des adultes, alors que là, le sujet d'aujourd'hui, ça va plutôt être des agressions sexuelles sur des enfants. Mais en tout cas, MeToo, voilà, ça a libéré la parole avec il y a ses travers aussi, mais voilà, ça s'inscrit dans le mouvement, c'est un starter. C'est un starter. Alors toi-même, Catherine, tu as été victime d'agressions sexuelles dans ton enfance et on imagine que c'est ce qui est aussi préfiguré de ton chemin quelque part de thérapeute. Tu travailles beaucoup sur la reconstruction du féminin, la guérison du féminin. On peut imaginer le lien qu'il y a évidemment entre les deux événements. Oui, bien sûr. Alors moi j'ai eu tout un parcours, un premier parcours de vie, je veux dire, en entreprise, un parcours normal, on pourrait dire. Et puis à un moment donné, mais ça on viendra tout à l'heure, c'est que aux alentours de 36 ans, voilà, j'ai eu des souvenirs qui ont commencé à remonter, à revenir, et où j'ai vraiment commencé mon parcours personnel, mon parcours thérapeutique. Et c'est à partir de là, en voyant vraiment l'ampleur des dégâts, pas seulement chez moi, mais aussi chez d'autres personnes que je côtoyais, que je me suis dit qu'il était vraiment urgent de faire quelque chose. Et c'est là que j'ai eu envie de moi aussi d'amener ma pierre à l'édifice, de pouvoir aider d'autres personnes en me disant que j'étais bien placée puisque j'étais au cœur du problème, on peut dire. Je savais exactement de quoi il en retournait. Et comme c'est un sujet vraiment particulier, il faut souvent faire très attention à chaque mot qu'on va dire, à chaque regard, à chaque geste. Donc voilà, ça m'a vraiment donné envie de me former pour pouvoir aider les personnes. Chez toi, quand tu as 35 ans, tu as cette blessure qui se réveille. Est-ce que tu as le souvenir que c'est quelque chose qui a été enfoui pendant toutes ces années, que tu as finalement oublié, qui s'est enfoui dans ta mémoire ?
Non, moi à l'époque, je savais pas du tout ce qui m'arrivait. C'est revenu par flash, par des odeurs aussi, des images. Donc je savais pas tellement ce qui m'arrivait. Hein, et je pouvais pas mettre de mots dessus de toute façon. Donc c'était vraiment la thérapie est souvent longue dans ces cas-là, et c'est au fur et à mesure qu'il y a des mots qui viennent, ou que c'est le thérapeute qui va mettre un mot, ou que ce mot va cheminer, qui va un peu nous remuer, nous toucher ou pas. Et c'est pas du tout, je passe du je ne savais pas à je sais. C'est beaucoup plus long que ça. C'est assez chaotique comme chemin. Et puis, comme je disais tout à l'heure, c'est que moi, à cette époque-là, on savait pas trop ce qui se passait encore. Hein. Donc, il y a beaucoup de données qu'on n'avait pas. Aujourd'hui, on en parle plus facilement. Il y a beaucoup de livres dessus aussi. Il y a beaucoup de témoignages. Donc, là aussi, il y a beaucoup de choses qui se libèrent, ce qu'il n'y avait pas à mon époque. Toi, ce sont des faits qui remontent à un âge où tu pour à peu près situer à quel moment tu as été victime de ces agressions? Dans la toute petite enfance? Alors moi, les premières agressions, je les situe à peu près à l'âge de 7 ans. Puisque moi j'ai eu plusieurs agresseurs, donc le premier, et ça a été la phase la plus traumatique pour moi, c'était donc aux alentours de 7 ans, puis après il y en a eu d'autres aux alentours de 10-11 ans. Mais malheureusement c'est pas rare, hein. Quand une personne, un enfant est agressé une première fois, c'est pas rare, enfin par une première personne, on va dire, c'est pas rare qu'il y ait après d'autres épisodes alors, je vais dire un mot, on va revenir dessus. Hein. J'imagine, oui. Là, je vais parler d'abus, mais sachant qu'il y a différentes, comment dire, sur l'échelle, hein, il y a abus, agression, viol. Alors là aussi, on va... Les mots sont importants et en même temps, ces mots, c'est vrai qu'en ce moment, on parle souvent d'abus parce que c'est quelque chose d'assez générique ou d'assez ouvert ou que tout le monde peut entendre. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a eu un travail aussi au niveau de la justice, hein, autour de ces mots-là. Et c'est vrai que maintenant, on utilise plutôt le mot d'agression et de viol. Alors, viol, on en parle quand il y a pénétration, effectivement, et agression, on va en parler quand il y a eu des attouchements. Mais agression, c'est pas toujours facile pour la personne qui en a été victime. C'est pas toujours facile de l'accueillir, ce mot-là, parce que agression, c'est un mot. On s'imagine qu'il y a eu de la violence. Et en fait, il faut savoir que très souvent, dans les affaires de pédophilie, d'abus sexuels, d'agression sexuelle, il n'y a pas de violence. En fait, tout fonctionne par manipulation, par emprise. Les cas de violence, en fait, on les retrouve plutôt quand il s'agit de pédophiles extérieurs à la famille. Hein. Malheureusement, ça arrive aussi. Hein. C'est le pourcentage d'enfants qui sont enlevés, par exemple, hein, qui sont violés. Donc là, il y a vraiment de la violence. Mais sinon, la plupart du temps, dans tout ce qu'on entend, tout ce dont on est au courant, qui se passe au sein des familles, de cercles restreints de la famille ou de la famille un peu élargie, et en fait, très souvent, alors je dis pas toujours non plus, hein, mais en général, il n'y a pas de violence en tant que telle. On ne tape pas sur l'enfant. Au contraire, on va lui faire croire qu'on lui donne de l'amour, parce qu'en fait, l'enfant, il attend de l'amour, il a besoin de tendresse, et en fait, l'adulte va lui apporter de la sexualité. À un âge, bon, pour moi, voilà ce que je disais à 7 ans, à 7 ans, je ne savais pas ce que c'était de la sexualité. Donc, j'attendais effectivement de la tendresse. J'avais un besoin de tendresse, mais pas du tout de sexualité. Alors Catherine, oui, ça pose cette question aussi de la culpabilité, de la honte et du sentiment que l'enfant, que l'adulte, ce sentiment de culpabilité et de honte qu'il peut avoir adulte, quand il a peut-être eu justement à ce moment-là, soit ressenti du plaisir, soit comme il n'a pas du tout conscience de sa sexualité, il peut ensuite se dire, finalement, j'étais dans une forme de consentement. Donc là, bien rappeler qu'évidemment, l'enfant n'est jamais consentant. Oui, tout à fait. C'est vraiment...
en fait, l'enfant, comme il ne sait pas ce qu'il a vécu, ce qui lui est arrivé, il a la sensation, oui, d'avoir accepté quelque chose, mais sans avoir de choix. En fait, c'est ça qui est important, c'est que l'enfant n'avait pas de choix. Donc, adulte, il va y avoir cette culpabilité, il va y avoir cette part de lui qui va dire, où il va se dire, bah oui, bah tu l'as accepté, t'as bien voulu que ça se passe puisque t'es pas parti, t'as pas crié ou tu t'es pas enfui. Mais en fait, il faut savoir que il y a un effet de sidération qui fait que très souvent, l'enfant ne peut pas agir, ne peut pas partir, ne peut pas s'enfuir. Et c'est ça aussi qui va faire partie du traumatisme. Bien sûr. Donc c'est important, très important de rappeler qu'évidemment l'enfant n'est donc jamais consentant, même s'il accepte, il subit une situation. Non, on peut vraiment pas parler, voilà, de consentement. On est consentant quand on est adulte, quand on accepte de rentrer dans une relation amoureuse, mais en tant qu'enfant, non, parce on n'a pas les armes, on n'est pas équipé non plus au niveau du psychique, du psychisme pour savoir ce qui se passe et donc pour réagir en conséquence. Et là, j'en reviens à ce que j'ai pu dire, c'est qu'il y a vraiment manipulation, qu'il y a abus de l'adulte sur l'enfant, puisqu'il abuse de la confiance de l'enfant. Que c'est vraiment la responsabilité de l'adulte qui est mise en cause et pas celle de l'enfant. Bien sûr. Quand on revient sur les termes, c'est vrai que j'avais été interpellée par une auditrice lors d'un podcast de Métamorphose, je ne sais plus exactement lequel, qui m'avait dit vous avez parlé d'abus, mais en fait ce terme est presque édulcoré et juridiquement il faut vraiment parler de viol ou d'agression sexuelle, le terme d'abus ne recouvrant pas effectivement quelque chose d'un point de vue juridique de précis. Mmh. C'est vrai qu'on est encore beaucoup dans ce terme d'abus dans l'inconscient collectif, on le disait en préparant l'émission, tu l'as redit ici. Et pourtant, l'abus induit bien ce côté que tu décrivais à l'instant de la manipulation. Il n'y a pas forcément alors, il y a une agression sur le fond, mais il n'y a pas de violence ou de grosses douleurs telles qu'on imagine quand on entend le mot violence ou agression, effectivement. Oui, en fait, on abuse de la naïveté de l'enfant, on abuse de sa position d'adulte aussi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que une personne qui a été, je vais rester avec ce mot-là, abusée dans son enfance, eh bien, c'est souvent une personne qui sera souvent abusée dans sa vie d'adulte. Donc, il y aura vraiment un travail à faire là-dessus aussi pour que ça ne se reproduise pas de différentes manières. Et moi, c'est là-dessus que j'aime bien travailler aussi. Et que j'accompagne les femmes. Oui. C'est justement aussi après comment ne pas se faire abuser professionnellement, comment ne pas se faire abuser dans sa relation avec l'argent. Voilà, on n'est plus seulement sur le domaine de la sexualité, on est sur tous nos domaines de vie. Et là, c'est vrai qu'on va parler plutôt d'abus aussi. Bien sûr. Alors toi, tu as notamment rédigé un mémoire sur le thème des addictions, dans lequel tu mets en évidence, en t'appuyant sur ta propre histoire, le lien qu'il peut y avoir entre abus sexuels et addiction dans certains cas. Et plus spécifiquement, tu dis la toxicomanie aussi. Oui, parce que de subir des agressions sexuelles quand on est enfant, ça fait quelque part, c'est un tsunami. C'est vraiment un tsunami intérieur. Donc, il y a différentes, manières de réagir aussi qui vont se mettre en place. Enfin, déjà, l'enfant, très souvent, ne saura pas quoi dire. Déjà, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Donc après, il sentira qu'il n'a pas vraiment le droit d'en parler. Certains enfants vont quand même essayer d'en parler, mais pour pouvoir dire quelque chose, il faut sentir aussi que l'environnement est prêt à l'entendre. Et très souvent, en fait, l'environnement n'est pas prêt à l'entendre. Et il y a même parfois une forme de complicité, puisqu'on l'a vu dans certains cas aussi, ou je pense au livre aussi de Flavie Flament, oui. La Consolation, où c'est bien décrit cette complicité qu'il y a eu de sa mère. Donc, et ça arrive souvent, et en fait, c'est soit une
complicité avérée, je dirais, soit une forme de déni où les personnes ne veulent absolument pas entendre ce qui s'est passé. Donc l'enfant aura beau lancer des bulles, on pourrait appeler ça, de temps en temps, tester, essayer de dire quelque chose, et s'il voit qu'il n'a pas l'écoute nécessaire, eh bien, il va se renfermer sur soi et va refouler ses souvenirs, et très souvent, ça donne des conduites addictives à l'adolescence. Alors, ça peut être de l'alcool, de la drogue, ça peut être se mettre en danger par de la vitesse, ça peut être des troubles au niveau de la sexualité aussi, alors ou une hypersexualité ou une hyposexualité, des vaginismes, de la frigidité, etc. Donc il y a vraiment, moi par exemple, il y a eu toute une période de ma vie où, alors ça a commencé avec l'alcool, puis après ça a été vers les drogues. J'avais en fait besoin d'anesthésier mon corps, parce qu'il faut savoir aussi que ce rapport au corps devient très difficile, parce que notre corps finalement est notre ennemi. Puisque il y a cette honte, il y a cette culpabilité, mais il y a ce corps en fait qu'on n'a pas su non plus peut-être dominer. Enfin, moi, la particularité en plus, c'est que j'ai ressenti du plaisir moi dans le fait d'avoir été violée. Donc ça m'a complètement fait disjoncter en fait, ça fait disjoncter la petite fille que j'étais et après l'adolescente que je suis devenue, parce que chaque fois qu'il était question d'aller dans cette sphère de la sexualité, il y a en fait mon cerveau disjoncté, disait mais non, c'est pas possible, ou alors j'avais besoin d'alcool, de drogue pour pouvoir y aller, pour pouvoir vivre une sexualité quand même. Donc je m'anesthésiais complètement. C'est vrai qu'en plus, l'adolescence étant une période quand même assez particulière où déjà, je dirais naturellement, l'ado est quand même assez intéressé par les limites, ça peut être difficile de faire la part entre ça ou autre chose. C'est pas toujours évident. Le surpoids aussi, je crois, oui. peut être un indicateur. Ces périodes de boulimie où on cherche à protéger le corps par d'autres types de défense, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il y a un fort pourcentage chez les personnes qui sont boulimiques, anorexiques. On parle même de 30% des personnes qui auraient vécu des agressions ou des traumas sexuels, on va dire. Donc, qui est énorme aussi. Donc, si on a des doutes et qu'on se pose des questions aussi sur son surpoids et qu'on peut avoir des sortes de flashs ou de mémoires comme ça qui reviennent, c'est bien de consulter à ce moment-là. Toi, tu recommandes vraiment ? Bien sûr. Oui, ça peut être. Enfin, c'est une piste déjà. La boulimie, c'est une piste parce que c'est effectivement une protection. C'est justement ce corps dans lequel je ne me sens pas bien et qui a peut-être été l'objet d'un désir. Je ne veux surtout plus qu'il soit désirable, donc je préfère me protéger et je vais l'enrober. Et donc c'est une piste. C'est pas à 100%, mais c'est une piste. Après, c'est vrai que tout dépend aussi à quel âge l'abus ou cette violence sexuelle a eu lieu, ou ce trauma. Parce que c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil non plus quand c'est à 5, 7 ans, 10 ans, 12 ans, 14 ans, puisque plus on est jeune, plus en fait notre développement psychoaffectif n'est pas terminé. Donc ça va nous bloquer en fait à un stade de notre développement aussi. Donc c'est vrai que là aussi chaque enfant, chaque personne va réagir différemment. Et puis ce qui est important aussi, c'est de savoir dans quel environnement ça s'est passé, parce que autant moi par exemple j'ai pas pu m'exprimer parce que mon environnement n'était pas prêt à l'entendre, mais parfois, et moi ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui ont pu en parler assez rapidement
Et ça, c'est vraiment important et ça change la donne et ça évite justement qu'il y ait ces problématiques de souvenirs refoulés, de clivage et de personnes qui restent comme moi pendant 30 ans sans souvenir, sans se souvenir, même si c'est là non, c'est pas tout à fait le terme exact non plus parce que le souvenir est là, mais en fait il est tout au fond de la mémoire. Il est vraiment dans ce qu'on appelle le refoulement. Donc on n'y a pas accès. Il est là, mais on n'y a pas accès. Et oui, et tout le travail thérapeutique, en fait, ça va être, voilà, de laisser ce souvenir revenir à la surface. Alors, par rapport, voilà, on va finir après sur le volet sociétal, mais puisqu'on est vraiment dans le cœur du sujet, tu parlais de refoulement. C'est vrai que c'est pas évident d'aller voir son bourreau des années plus tard, et puis pour en parler, c'est aussi j'imagine un acte extrêmement difficile et courageux à mettre en place. Est-ce qu'il est possible que le bourreau ne reconnaisse pas ou même ait refoulé lui-même des souvenirs, ou c'est pas possible ça? Oui, si, c'est possible, effectivement, puisque moi, par exemple, j'étais allée revoir une personne, un de mes abuseurs, en lui parlant de la situation, et il m'a dit un mot que j'avais vraiment besoin d'entendre, et ça, en général, tous les enfants qui ont vécu des agressions sexuelles ont besoin d'entendre ce mot, c'est le mot « je suis désolée ». Et donc, moi, j'ai entendu ce mot-là, j'ai entendu « je suis désolée », mais la deuxième partie, c'est « mais je ne m'en souviens pas ». Donc, effectivement, il est possible que l'agresseur ne s'en souvienne pas. Ça effectivement, ça fait partie de la réalité, parce que lui aussi peut être dans le déni, dans cet oubli. Ça paraît fou, d'imaginer qu'un adulte puisse oublier d'avoir abusé d'un enfant. Enfin, moi, ça me paraît hors entendement, mais tu dis c'est possible. Ouais, c'est possible. Oui. Et puis l'autre partie que je voulais peut-être dire là à ce moment-là aussi, c'est que très souvent, c'est pour pouvoir en parler, la personne, alors je parle pas de l'enfant, mais de la personne une fois qu'elle est devenue adulte, donc elle n'a pas pu en parler en étant enfant, et que là il y a des souvenirs qui reviennent, et il y a quelque chose qui se passe. C'est très souvent aussi à une période spécifique de sa vie. Donc ces souvenirs aussi sont prêts à revenir, et ça peut être moi par exemple ça s'est passé quand j'ai appris que mon violeur était décédé. C'est seulement à ce moment-là que j'ai eu quelque part le courage, où j'ai trouvé en moi la force d'aller vraiment faire le travail et de pouvoir en parler. Pour d'autres personnes, ça va être parfois à des niveaux des périodes de notre vie. Il y a des femmes pour qui ça va être au moment de la naissance d'un enfant, d'autres ça va être au moment de la ménopause. Voilà, c'est très variable, mais c'est en tout cas des moments de notre vie où il se passe quelque chose d'important. Bien sûr, qui font rejaillir à ce moment-là les souvenirs. Quand le violeur, le bourreau, l'adulte pédophile est encore en vie et que c'est possible d'aller le voir, toi tu recommandes de faire ce processus justement qui est réparateur, de pouvoir échanger avec cette personne, ou pas forcément? Alors là, ça va vraiment, ça dépend de chacun. C'est difficile de retourner voir son violeur. Alors certaines personnes, moi j'ai accompagné des personnes qui en ont eu besoin, vraiment d'aller voir la personne, de lui dire en face. Et puis il y a eu d'autres personnes pour qui c'était trop difficile. Et dans ce cas-là, moi ce que je leur propose, ça peut être d'écrire une lettre. Il y a souvent ce passage-là de je parle à mon violeur, à mon agresseur, ou je lui écris une lettre et que je lui envoie. Ou si là aussi c'est trop difficile, ça peut être j'écris une lettre et j'en fais un acte symbolique. Après, je peux soit la garder, cette lettre, soit la brûler, la déchirer, l'enterrer, en faire vraiment un acte symbolique pour que
énergétiquement, déjà, ça change quelque chose en nous. Et puis, c'est une manière aussi, parce que ce qui va être important, c'est petit à petit de retrouver sa puissance. Et retrouver sa puissance, ça veut dire être capable d'agir à nouveau. Oui. C'est sortir de la victime. Mais ça, c'est quand même la première étape importante, c'est d'abord se reconnaître comme victime. Ça, c'est vraiment, vraiment très important, parce que beaucoup de personnes, justement, passent beaucoup de temps à ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, donc elles ne peuvent pas se reconnaître comme victimes, ou alors à minimiser. Ça, on le retrouve souvent chez les hommes, par exemple, pour qui c'est vraiment difficile de reconnaître qu'il y a eu une agression sexuelle, et qui vont trop souvent, je dirais, avoir tendance à minimiser. Oui, parce qu'il y a quelque chose dans l'inconscient collectif du masculin qui doit tenir, et peut-être une honte encore qui serait encore peut-être plus importante chez les hommes à reconnaître ça. Oui. Oui, comme tu dis, je pense qu'il y a vraiment quelque chose dans l'inconscient collectif qui fait que c'est encore plus difficile pour eux de le reconnaître et d'en parler. Est-ce qu'il faut libérer la parole dans une famille, par exemple, quand il s'agit effectivement d'inceste, et que on pense qu'on a peut-être, que nous on a un souvenir, ou qu'on fait ce travail comme tu l'as fait, thérapeutique, pour se reconnaître victime, et qu'on se demande si des frères, des sœurs, des cousines, que sais-je, dans la famille, ont subi finalement la même chose? Est-ce qu'il faut, pour toi, est-ce qu'il est bon de libérer la parole? Oui, un grand oui. Oui. Bien sûr, parce que là, si on est aussi sur le transgénérationnel ou le familial, c'est que souvent, quand il se passe quelque chose de ce genre dans une famille, c'est pas un cas unique, c'est pas un cas isolé. Donc, c'est vraiment aller voir les autres membres de la famille, ou aller comprendre au niveau de l'arbre généalogique, comprendre, ça peut être difficile parfois, mais déjà observer, voir, faire parler, libérer la parole. Et moi, je pense que si on est la personne aussi qui fait le travail, on est la personne qui sort de l'ombre, et la personne qui dénonce, notre rôle, c'est justement de guérir quelque part cette lignée familiale. Je pense qu'inconsciemment, c'est ce qu'on cherche. On est venu pour faire le job, et pourtant le job, il n'est pas toujours évident, parce que déjà se reconnaître comme victime, et ensuite se dire, je vais mettre ce coup de pied potentiellement dans la fourmilière familiale, et parfois on a envie de mettre sous le boisseau, sous le tapis, en disant finalement aujourd'hui tout va plutôt bien, ça se passe bien, j'ai pas envie d'être celle ou celui qui va d'un seul coup réveiller ce volcan, parce que c'est vraiment ce que ça déclenche dans les familles. Et complètement, c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est que en fait moi j'ai entendu des choses aussi du style mais de toute façon mais arrête, mais ça arrive dans toutes les familles. C'est ça. Donc non, ça n'arrive pas dans toutes les familles, et non, ce n'est pas normal. Donc non, il faut dénoncer. Et c'est pas facile, c'est vrai. Et que souvent, quand on arrive dans cette période-là de ce travail personnel, où on commence vraiment à assembler toutes les pièces du puzzle, et où on a ce besoin de dire aussi, c'est pas confortable, ça demande du courage, et effectivement, ça va bouger toutes les fondations de la famille, ça va faire bouger d'autres personnes qui ont pas du tout envie de bouger, qui sont confortablement assises dans leur dans cette tradition familiale, et nous on est un petit peu le pion, l'électron libre là qui vient embêter tout le monde. Donc effectivement c'est pas facile, c'est pas le rôle le plus facile, mais il faut le faire parce qu'on se sent tellement mieux après. Parce qu'il faut pas croire que le silence va arranger les choses. C'est totalement faux. Et ça, c'est important de le dire vraiment, et que tout le monde puisse l'entendre. C'est que c'est vrai que faire un travail sur soi quand on a été abusé, agressé, violé dans l'enfance, c'est pas facile, mais il faut le faire parce que c'est notre notre résurrection presque est à ce prix-là.
Si on le fait pas, on va continuer à mal vivre, à vivoter toute sa vie, à avoir peut-être des résurgences du trauma aussi. Donc c'est vraiment important d'avancer et de faire le travail qui est à faire, parce que moi je parle des 3 étapes de la guérison ou de la reconstruction. La première étape, c'est se reconnaître comme victime, c'est reconnaître qu'il y a eu abus ou viol, et contacter sa colère aussi, ça c'est important. Donc c'est aussi de sortir du déni, libérer la parole. Donc ça c'est une première étape vraiment importante. La deuxième étape, ça va être d'aller se réapproprier son corps aussi. Bien sûr. Pouvoir faire confiance à d'autres personnes à nouveau. C'est important tout ça. Et puis ce qui est important aussi, quand c'est arrivé au sein d'une famille, c'est faire le deuil du parent idéal aussi, parce que dans toutes ces problématiques d'inceste, tout ça vient quand même toucher le lien parent-enfant. Oui, le lien d'amour, oui. Le lien d'amour, ben oui, c'est difficile. C'est oui, papa m'a fait ça ou maman m'a fait ça, mais en même temps, c'est mon papa, c'est ma maman, donc c'est compliqué. Bien ça, sûr. Hein. Et puis c'est ce travail sur la honte qui est énorme aussi, la honte. Et une autre étape importante, parfois on a tendance à en parler un petit peu avec trop de légèreté, je dirais, c'est le pardon. Oui. Alors ça, on va revenir sur le pardon juste après. Catherine, je voulais juste une précision. Parfois, certaines personnes, certaines victimes se disent non, mais c'était pas si grave. C'est-à-dire que dans mon cas, je n'ai pas été violée. Le viol, c'est vraiment ce qu'il y a de plus grave. Donc oui, j'ai peut-être subi un petit peu des attouchements dont je me souviens finalement pas tant que ça. Est-ce que je dois, alors que ça semble, c'est grave pour moi, mais peut-être pas si grave pour la société, quand même, faire toute une affaire. Enfin, tu vois, il y a ça aussi qui se joue souvent. Ouais. Oui, on a tendance à minimiser et puis à protéger surtout la personne en fait qui nous a maltraités, parce que c'est de la maltraitance. Donc la meilleure chose à faire, c'est d'aller voir un thérapeute, c'est d'en parler avec un thérapeute, parce que c'est là qu'on va pouvoir détricoter aussi, et puis qu'on va pouvoir regarder en face la réalité de la chose. Parce que souvent, oui, effectivement, et puis on est aussi dans une forme on bascule un peu de puissance, impuissance, toute puissance. Donc, c'est vraiment pouvoir mettre les mots justes. Bien sûr. Parce que il y a jamais rien d'anodin. Tu le disais tout à l'heure, en termes de statistiques, il y aurait autant de petits garçons qui se sont fait agresser que de petites filles. Et dans les agresseurs, on est dans des répartitions à peu près égales ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Alors les chiffres, moi j'ai un peu de mal avec les chiffres parce que tout dépend vraiment d'où ils viennent et puis qu'on n'a pas les chiffres exacts. Faut bien savoir. Bien sûr. Mais on parle, à un moment donné, on parlait d'une petite fille sur 4 et d'un petit garçon sur 10. Mais ça bouge beaucoup en ce moment aussi. Et puis il y a aussi eu quand même pas mal d'hommes là qui sont sortis aussi un peu de l'ombre avec toutes les histoires qu'il y a eu autour des prêtres, de l'Église, tout ça. Donc je pense que les chiffres là ont peut-être un peu changé. Mais non, ça touche quand même plus les petites filles. Ça c'est encore la réalité d'aujourd'hui. Ce qui est important, c'est qu'avec le confinement, certains spécialistes disent que les chiffres ont été multipliés par 3. Ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et sinon, pour terminer, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure quand même, c'est que il y a maintenant, on peut aussi faire des actions en justice. Et ça, c'est vraiment un point important aussi dans la reconstruction pour les personnes, c'est d'aller voir si elles ont si pour elles, elles ont besoin de le faire ou pas. Parce que là aussi, chaque cas est différent. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'aller porter plainte ou de faire une main courante si le délai est dépassé. Et ça va faire partie vraiment de la reconstruction. Ça, c'est un point important. Sur le délai, aujourd'hui, on en est où en France sur les délais de prescription? Alors, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble là qu'on est à 30 ans. Et il y en a qui aimeraient justement l'augmenter et qu'il n'y ait plus de limite. Ce qui paraît très logique.
ce qui paraîtrait logique, effectivement, quand on sait que dans les mécanismes de déni de refoulement, ça peut durer jusqu'à 40 ans. Bien sûr. Donc voilà. Et puis sinon, je voulais dire aussi, donc dans les 3 phases, les 3 étapes de reconstruction dont j'ai parlé, il y a une étape sur laquelle finalement toi tu travailles beaucoup et avec ce podcast aussi, qui est la phase de se reconnecter à l'espoir, à la spiritualité, d'avoir accès à un monde meilleur ou de changer le monde, en tout cas de le rendre meilleur. Et pour ça, il est nécessaire de se reconnecter au plaisir de vivre et de reprendre sa place dans la société aussi. Bien sûr, ça j'aimerais bien qu'on revienne dessus. On va revenir aussi sur le pardon tout à l'heure, Catherine, parce que ça me paraît très important. Oui. Et puis évidemment, l'amour de soi, guérir l'âme aussi, je le disais en introduction. Quid de la pédophilie entre adolescents un peu grands et enfants petits, par exemple, dans des formes incestueuses, dans des familles où un cousin, 15, 16 ans, 17 ans, donc pas majeur, peut avoir abusé, agressé, violé des enfants plus jeunes. Oui, c'est toute la problématique aussi, effectivement. Alors, il y a de la jurisprudence, je crois, là-dessus. Oui. Oui, et puis on regarde l'écart d'âge, l'écart qu'il y a. Alors, à un moment donné, on parlait, il fallait qu'il y ait 5 ans de différence entre les deux. Après, ça dépend de beaucoup de choses aussi, mais c'est vrai que quand c'est entre un enfant de 8 ans et un ado de 13 ans, ils sont pas au même endroit. Effectivement, il y en a un qui ne sait pas ce que c'est la sexualité, il y en a un qui est en train de découvrir sa sexualité. Mais ce qui est important de regarder, là aussi, c'est le rôle des parents, c'est le cadre. C'est parce que s'il se passe des choses comme ça veut dire aussi qu'au sein de la famille, il y a un cadre qui n'a pas été posé. Il y a des règles qui n'ont pas été dites. Il y a des adultes qui ne sont pas présents. Oui. Ça parle de ça aussi, c'est dans ces familles-là. Bien sûr, c'est intéressant vraiment d'aller approfondir ça aussi. On est parvenu on voit, c'est vrai, le pédophile comme un homme. Il arrive que le pédophile soit parfois une femme, moins souvent, on le sait, oui. Mais quand même. C'est des cas que tu rencontres, toi, dans ta pratique? Alors, moi, non. C'est vrai que j'ai pas... Alors, j'ai une bêtise. Si, alors c'était justement c'était un homme qui avait été abusé par une femme, mais c'est vrai que c'était difficile pour lui de le reconnaître. Mais ça arrive, effectivement. C'est plus rare, mais ça existe. Donc, vigilance aussi, ça existe. C'est aussi pour ne pas tomber que dans la caricature de l'homme prédateur sur une petite fille. On sait que ça, même si c'est plus rare, tout existe malheureusement dans tous les sens, on va dire. Et des hommes, une fratrie entre des frères entre eux. Le frère aîné sur un frère plus jeune, par exemple pour des histoires de jalousie, parce que le petit frère est le préféré du papa. Donc on va lui faire payer. Donc, oui, c'est dans tous les sens que les choses peuvent se passer. Oui. Aujourd'hui, en termes de société, qu'est-ce qu'il est important? Comment est-ce qu'on peut préserver les enfants de ça? Qu'est-ce qui, à ton avis, il faudrait mettre en place pour stopper, je dirais, un peu cette pandémie, on pourrait dire, véritablement? C'est vraiment libérer la parole, c'est éduquer, c'est en parler, c'est ce qui se passe en ce moment aussi, mais je pense que là ça va encore s'accélérer. Il faut que les enfants sachent, comprennent que c'est pas normal, qu'ils puissent mettre des mots, qu'ils puissent en parler, mais qu'ils puissent trouver les bonnes personnes à qui en parler aussi. Et il faut que du côté des adultes, il y ait une vigilance. Il y a des signes annonceurs souvent, donc faut vraiment arriver à repérer ces signes. Ou s'il y a un doute, aller questionner, aller plus loin.
Tu parles de signes annonceurs comme par exemple des cauchemars, des comportements alimentaires. Oui, oui, un enfant qui se referme sur lui, qui devient mélancolique, qui devient plus triste, qui perd confiance en lui. Ça peut être la petite fille qui était très vivante et gaie, et puis qui, un peu presque du jour au lendemain, ou en tout cas dans une période, change, devient plus triste, plus renfermée. Ça se voit souvent aussi au niveau des notes scolaires qui dégringolent. Donc ça, ce sont vraiment des signes auxquels il faut faire attention. Ouais, et puis l'expliquer aux enfants, c'est vrai que c'est pas évident. Je me souviens quand mes filles étaient petites, et moi j'ai 3 filles, hein, donc j'étais vraiment, je me sentais très concernée. Avec des garçons, peut l'être aussi, mais en particulier avec cette petite fratrie de petites filles, de pouvoir les informer. Et en même temps, c'est pas évident de mettre ces mots-là en tant que parent auprès des enfants, parce que justement, ils sont dans une telle innocence qu'aller leur expliquer que si, voilà, avec des mots simples et en même temps sans leur faire peur, sans non plus leur coller une image noire, soit par rapport à leur future sexualité, soit de la vie en général, c'est pas facile, je trouve. Non, c'est pas facile. Ça demande, j'ai envie de dire, de la finesse. Et puis faut pas y aller non plus de manière trop forte. Faut vraiment y aller en douceur. Il y a des petits livres qui sont très bien faits. Maintenant, c'est vrai, il y en a de plus en plus, heureusement. Oui, où il y a des petites bandes dessinées, juste quelques pages qui expliquent. Voilà, on est surtout sur le côté, mon corps m'appartient et puis personne d'autre a le droit d'y toucher. Tout simplement, déjà ça. Et puis il y a des contes, on pense à Peau d'âne évidemment, par exemple, qui permettent de peut-être à travers des métaphores de l'expliquer. Oui, alors ça, il faudrait le regarder avec l'enfant, il faudrait lui expliquer, même si ça peut être un petit peu compliqué. Moi, je suis pas sûre d'avoir compris Peau d'âne encore aujourd'hui, mais c'est ce père quand même qui cherche à remplacer la mère. Enfin, moi, je l'ai compris comme ça. Il cherche à remplacer cette femme qui est morte et il veut épouser sa fille. Donc déjà, commencer par ça. Voilà, un père n'épouse pas sa fille, un père n'est pas amoureux de sa fille, un père, un homme adulte n'est pas intéressé par un enfant en tant qu'amoureux. Oui, mais là, on aborde alors quelque chose qui s'appelle l'incestuel aussi. C'est quand il n'y a pas de passage à l'acte physique, mais qu'il y a oui, c'est souvent le père. Enfin, ça peut être la mère aussi, mais je vais rester sur l'exemple que tu donnes du père, où le père donne à sa fille la place de la mère. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage à l'acte, il ne va pas coucher avec elle, mais il va lui donner la place. Et parfois, la mère est encore là, donc il va évincer la mère et la fille devient sa petite princesse. Et la fille devient celle qui est à ses côtés. Et ça, alors on ne croit pas comme ça en l'entendant ou en le voyant, mais ça peut être très destructeur pour la petite fille, justement, parce qu'elle n'a pas à prendre ce rôle-là. Elle n'a pas à vivre ça. Elle a à garder sa place de petite fille. Elle n'a pas à prendre la place de la femme, en fait, ou de la maman. Et que ce soit dans des situations où les parents sont toujours ensemble ou séparés, d'ailleurs, ça peut arriver dans les deux cas. Oui, dans les deux cas, tout à fait. Et ça, c'est très destructeur. Il faut vraiment en prendre conscience aussi, c'est très destructeur. Aujourd'hui, alors oui, on a parlé du pardon et ça me paraît important, effectivement, quand on décide de faire cette démarche, d'aller parler à son agresseur. Qu'est-ce qui peut se jouer là dans cette résilience qui est très réparatrice, j'imagine, quand il y a une reconnaissance et qu'il peut y avoir un dialogue et une demande de pardon? Mais nous, on travaille sur le fait de reconnaître la personne, donc l'agresseur en tant que personne et les actes qu'il a commis, et d'arriver vraiment à dissocier, à séparer les deux. Parce que c'est vrai que l'enfant qui a été agressé sexuellement par un de ses parents va continuer à aimer ce parent. Mais c'est arriver à lui faire comprendre que les actes que ce parent a commis n'étaient pas bons pour lui ou pour elle et étaient punis par la loi.
mais que l'enfant a le droit d'aimer son papa ou sa maman, mais par contre, voilà, les actes sont à dénoncer, en fait. Et on sait aussi qu'un abusé, un agressé, un violé sexuellement deviendra, dans certains cas, lui-même, pas selon les lois transgénérationnelles. Alors c'est pas une fatalité, hein, heureusement. Non. Lui-même agresseur, ou en tout cas pourra ressentir ces pulsions-là. J'ai eu le cas autour de moi d'une personne extrêmement courageuse qui a pu, quand ses enfants étaient jeunes, commencer à sentir des pulsions qui venaient, ayant cette personne elle-même été abusée, agressée sexuellement, et se dire non, je ne souhaite pas répondre à ces pulsions, je souhaite faire un travail thérapeutique pour ne pas perpétuer cela, malgré ce qu'elle pouvait ressentir comme pulsionnel en soi. Ça, c'est encore un autre tabou, hein, qui est vraiment aussi comment soigner la graine de pédophile qu'il peut y avoir à l'intérieur de soi. Je le dis comme ça, c'est dur de trouver les mots. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, moi, voilà, comme je disais tout à l'heure, les chiffres, j'ai un petit peu de mal. Et c'est pas une condamnation. Enfin, moi personnellement, voilà, oui, moi personnellement, j'ai pas rencontré et dans mes clients, j'ai pas rencontré ce cas de figure-là. Alors, je suppose qu'il y en a effectivement qui vont perpétuer ça, mais c'est pas une obligation. Enfin, c'est pas que c'est pas une obligation, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique, voilà. Par contre, moi, je l'ai bien précisé, hein. Oui, C'était pas tout à fait. Non, bien sûr. Hein. Oui. C'est un sujet où on marche un peu sur des œufs. Hein. Oui. Alors, excusez-nous, on est emporté en même temps. On a le flot des émotions quand on parle de ce sujet-là. En même temps, on doit être très vigilant sur ce qu'on dit. Et en même temps, il faut bien qu'on mette les pieds dans le plat pour aborder ce sujet. Hein. Donc, on est avec tout ça, nous aussi, en tant qu'humaines. Oui. Hein. Tout à fait. Merci de le préciser, Anne, parce que c'est vrai que j'ai l'impression qu'on marche sur des œufs. Parfois, on fait très attention et c'est vrai. Et comme tu dis, parfois, oui, il faut appeler un chat, et puis après, dans les personnes qui vont nous écouter, ça tout dépend aussi où elles en sont, si elles ont vécu des choses comme ça ou pas. Elles vont pas recevoir notre parole de la même manière. Voilà. Mais nous, c'est vrai. Et moi, en acceptant ce podcast, c'était vraiment de libérer la parole, de sortir du tabou, que chacune puisse vraiment comprendre que c'est possible d'en parler et surtout c'est possible d'en sortir. Hein. Et dans les situations j'ai vécu ça, j'ai peur de le transmettre à mon enfant. Moi, c'est vrai, peut-être que ça m'a traversé l'esprit aussi quand j'étais enceinte, mais c'est vite reparti en fait parce que quelque part je me faisais confiance à cet endroit-là quand même. Hein. Je pense que ma souffrance à moi avait été tellement forte que j'avais vraiment pas envie de la faire vivre à quelqu'un d'autre. Mais par contre, c'est vrai que j'avais très peur de mon milieu familial quelque part. Hein. Il y avait un peu des warnings qui s'allumaient et voilà. Ça c'est la réalité qui était là. Après, dans le fait de vouloir abuser les autres, dans tout le travail thérapeutique qu'on fait aussi quand on accompagne quelqu'un qui a vécu ça, on va aller voir en fait de quelle manière, effectivement, quand on a été abusé, là je vais utiliser ce terme-là, abusé. Très bien. Quand on a été abusé, on va avoir tendance à abuser les autres, mais pas au niveau de la sexualité. Hein. C'est parfois des mécanismes qui vont se jouer dans des relations amoureuses, dans les relations amicales. C'est ce dont je parlais tout au début aussi. Hein. Donc, c'est comment on va faire attention de ne pas faire revivre aux autres quelque chose de ce genre-là. Je sais pas si c'est clair. Ça te parle là, ce que je dis? Ouais, c'est très clair. Je pense que ça prend d'autres formes. Qui sont pas via le passage à l'acte et de l'agression sexuelle, mais qui sont une forme de manipulation qu'on a subie et qu'on va faire resubir d'une autre manière, qui va se transmuter sous d'autres formes, effectivement. Et donc, c'est intéressant d'être en conscience de ça aussi. Quand on fait un travail thérapeutique systémique ou transgénérationnel ou qu'on est dans ce processus, de l'avoir en tête. C'est bien de le dire aussi, ça.
Oui, oui, parce qu'il y a la partie vraiment de comment on peut répéter le trauma, de se faire abuser sur les différentes sphères de notre vie, mais c'est vraiment faire attention à comment moi je risque d'être par ce mécanisme-là de chercher à abuser les autres. Alors, Catherine, la pédophilie est une déviance sexuelle. Est-ce que ça se soigne? On a parlé du rôle du transgénérationnel là-dessus, mais évidemment pas que. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors oui, c'est une déviance et non, ce n'est pas normal. Donc c'est vrai que dans certaines cultures, il y a longtemps, c'était quelque chose d'accepté, d'intégrer, de reconnu. Mais aujourd'hui, dans notre société, non, absolument pas, hein, parce que c'est condamné par la justice. Donc la pédophilie, c'est quelque chose de grave. Et d'ailleurs, on le voit en ce moment avec toutes les paroles qui se libèrent et au niveau de ce qui s'est passé dans le milieu de l'Église, on voit bien que ce qui a été étouffé à un moment donné, ben là est en train de se mettre en mots, est en train de se dire, de sortir de l'ombre parce que ce n'est pas normal. Donc la pédophilie est quelque chose d'inacceptable dans notre société. On les retrouve parfois en thérapie, les agresseurs? Alors, moi, j'en ai pas eu, mais il y en a, oui. Alors après, il y a des psys qui se spécialisent pour accompagner ces personnes-là. J'ai même rencontré un psy qui allait en voir en prison. Et moi, je leur dis chapeau. Parce que, voilà, moi, je pourrais pas le faire, mais c'est utile, il en faut. Et c'est vrai qu'il faut savoir quand même qu'il y a des, entre guillemets, des pédophiles ou des personnes repenties qui regrettent ce qu'elles ont pu faire. Quand elles en prennent conscience vraiment, elles le regrettent. Donc oui, il faut aussi pouvoir accompagner ces personnes-là. Oui, et encourager la consultation. Voilà, oui, c'est vraiment indispensable et ça fait partie de la guérison, de la reconstruction de notre société. Sur la résilience et la guérison, qui est un volet très important. Toi, dans ton cas, tu as une résilience assez importante. Aujourd'hui, tu travailles sur le féminin et c'est vraiment de pouvoir aussi donner ces voies d'espérance. Tu as le sentiment que quelle que soit quelque part la gravité des faits, on peut avoir une vie de joie, de bonheur, retrouver peut-être une sexualité épanouie. Ça peut être à la portée de personnes qui feraient un travail. Moi, je pense que oui. Au fond de moi, je pense que oui. Après, ça dépend vraiment des personnes, de ce qu'elles ont vécu, parce qu'il y a là aussi il y a le trauma qui peut être ponctuel, enfin l'agression qui peut être ponctuelle, et puis après il y a des récurrences. Il y a des enfants qui vivent dans une récurrence pendant des années. Donc c'est variable d'une personne à l'autre. Mais moi, je pense que quand on a, là je vais le dire, la chance quand même de pouvoir faire un travail approfondi, eh bien pour moi, il y a vraiment une guérison possible. Mais je dis la chance de faire un travail approfondi parce que faut pas rêver, il faut pas se voiler la face. La thérapie, ça coûte cher. Et malheureusement, trop souvent encore, on est, enfin tout ce qui est psychothérapie, ben c'est pas remboursé. Donc moi, quand je vois tout l'argent que j'ai mis là-dedans, d'ailleurs, je suis allée voir un jour un de mes abuseurs en lui disant bah voilà, ça m'a coûté tant de la reconstruction, enfin de la guérison, de pouvoir me reconstruire. En tout cas, ça coûte très cher parce que il y a eu la partie aussi, bien sûr, de travailler sur le psychisme, donc toute la partie psychothérapie. Mais après, moi, j'ai fait tout un travail aussi, et c'est ça aussi qui m'a amenée à accompagner les femmes sur cette voie de guérison. Je suis allée travailler en tantra pour vraiment me reconnecter à mon corps, me reconnecter au plaisir. Je suis allée faire du chamanisme, je suis allée faire de la respiration holotropique, enfin tout ce qui pouvait m'aider à faire encore, à me reconnecter à mon corps, à mon identité, à la femme que j'étais. Ouais, il y a eu vraiment pour toi un avant, un après, et ce parcours donne plein d'espoir, c'est sûr, de se mettre en chemin. Ensuite, il y a la question de l'argent qui est effectivement un point très important. C'est vrai que si on peut avoir besoin d'une séance par semaine, par exemple, pendant 10 ans, c'est un budget qui est phénoménal. Oui.
Oui, donc moi j'aimerais dire, je sais pas si tu connais, mais il y a des associations qui sont intéressantes et qui font justement qui offrent. À l'époque c'était pour 5 euros, je crois, une séance. Hein, je pense il y a l'Apsos, il y a les Psys du cœur, il y a une association qui est très très vigilante, qui fonctionne bien, c'est Ivy aussi. Mais Ivy ne propose pas de séances de thérapie, il propose des groupes de parole, mais c'est pas encadré par un thérapeute. Mais par contre, voilà, tout ce qui est Apsos, Psy du cœur, ce sont des psys qui donnent une partie de leur temps pour accompagner des personnes. Ça, c'est important. Pouvoir aussi signaler, évidemment, quand on est témoin ou qu'on soupçonne en fait des choses. Je sais qu'en ce moment, les standards sont un peu débordés, mais c'est bien. Ça veut dire que la parole se libère et que si c'est juste une question de dimensionnement, ça veut dire que ça va dans le bon sens et il faut le faire. Ne pas hésiter à signaler un abus. Oui, oui. C'est vrai que c'est délicat parce que on n'a jamais une certitude. Hein, mais c'est de notre devoir, en tout cas, de poser des questions ou d'aller voir, d'aller comprendre, et sinon de signaler effectivement à la police, à une assistante sociale, parce que c'est grave. On peut pas fermer les yeux. On peut pas. C'est la vie d'un enfant qui est en jeu. Bien sûr. Dans les écoles, il y aurait aussi de la prévention à faire à ce niveau-là pour informer les enfants qui sont parfois dans des milieux où ces sujets-là ne sont pas abordés, et ça concerne finalement tous les milieux sociaux. Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a dans certaines écoles, il y a des intervenants qui vont en parler, mais je ne suis pas sûre que ça soit généralisé. Il faudrait que ça le soit. Il faudrait que ça le soit. Et ce qui serait intéressant, c'est que ça le soit par une personne autre que la maîtresse ou que le professeur, parce que c'est une parole extérieure qui vient en parler. Donc ça, parce que c'est pas facile. On voit bien, hein, nous là, c'est pas facile d'en parler. Donc c'est urgent et important quand même de le faire, et que les enfants sachent vraiment que c'est pas normal. Sachent aussi entre eux, parfois il y a des choses qui peuvent se repérer, hein, donc d'aller parfois aussi libérer la parole d'un autre, d'un copain ou d'une copine. Bien sûr. En lui disant, non, c'est pas normal ce que tu vis là, mais va en parler, afin de le soutenir. Et puis toute cette question autour du consentement, on en a un petit peu parlé au début, qui peut ensuite entraîner beaucoup de culpabilité, où on a eu le sentiment d'être consentant, alors qu'en fait, évidemment qu'on ne l'était pas, parce qu'on était abusé, manipulé. Quand on est enfant, on peut pas être consentant, puisqu'on ne sait pas ce que c'est de la sexualité. Donc c'est juste pas possible, quoi. C'est forcément, on est manipulé, on est abusé, on nous emmène quelque part dans un domaine qui n'est pas de notre âge. Il faut bien savoir que la sexualité, normalement, c'est à l'adolescence que ça se découvre, hein, c'est pas avant. Même s'il y a chez des enfants, il y a de la masturbation, mais ça, c'est de soi à soi. On n'est pas dans une relation avec un autre. Oui, bien sûr, ça c'est la découverte de son corps, du sexe, qui est vraiment cette relation du petit enfant avec lui-même, hein, qui n'a rien à voir, évidemment. Oui, donc et la culpabilité, elle vient souvent du fait, c'est pourquoi moi, j'ai dû faire quelque chose pour que ça m'arrive à moi. Donc voilà, ça vient chercher, puis ça vient toucher directement, donc ça vient détruire l'estime de soi, la confiance en soi, l'identité. C'est pour ça, moi je dis aussi, ça vient toucher l'âme, vraiment. Oui, les répercussions peuvent être sur le long terme, évidemment, et puis toi tu dis aussi à retardement. Oui, oui, parce que il y a quelque chose dont j'ai pas parlé, mais dans les conséquences ou dans ce qui peut se passer. Il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup d'enfants abusés qui donnent donc des adultes qui peuvent être dépressifs, voire suicidaires. Donc il y a quand même, faut pas l'oublier, c'est un gros pourcentage parmi les suicides. Ce sont des personnes qui ont été agressées sexuellement dans l'enfance.
En conclusion de ce podcast, Catherine, qu'est-ce que tu as envie de dire pour cette ère là que nous vivons, qui est très trouble d'un point de vue général, très initiatique, lié, je pense aussi à cette pandémie qui nous met aussi face à nos propres écosystèmes. On voit que les gens qui étaient pas bien psychologiquement sont encore moins bien, donc ça révèle aussi les personnalités borderline ne sont certainement encore plus, etc. Et c'est aussi peut-être grâce à ça que les choses ressortent. À la fois, on le disait en introduction, heureusement et malheureusement, tu disais, les violences ont été multipliées par 3 pendant les confinements, c'est abominable. Et heureusement, la parole se libère. Et ce podcast-là, aujourd'hui, en est encore un témoignage. Et il y a beaucoup de livres, évidemment, qui sortent sur le sujet. On voit des personnalités connues, célèbres, accusées. Après, c'est pas parce qu'elles sont accusées qu'elles sont coupables. Là, il faut aussi après laisser la justice, évidemment, faire son travail. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire en conclusion ? Que déjà qu'il est important que la parole donc se libère, mais moi j'ai envie de terminer avec un message d'espoir, parce que je sais que c'est tellement difficile. La vie est difficile pour certains, et à un moment donné, quand on a vécu ça, quand on a été agressé, qu'on a vécu un trauma sexuel dans l'enfance, parfois on se dit qu'on va pas s'en sortir. Et moi j'ai envie de donner vraiment un message d'espoir, que si c'est possible, on peut s'en sortir, qu'il faut se faire accompagner. Ça, c'est vraiment indispensable. On n'y arrive pas seul. Il faut se faire accompagner, mais que c'est possible. Et c'est possible aussi de retrouver le goût de la vie, de se reconnecter au plaisir, de se reconnecter à tout ce que la vie a de bon à nous apporter. Et faut pas lâcher. Faut pas lâcher, même si c'est un peu les montagnes russes parfois. C'est possible. Chacun à sa manière va y arriver. Et toi, tu en es une très belle preuve, puisque tu as mis aussi, évidemment, ton chemin de vie, finalement, au service des personnes qui ont aussi vécu ça à travers toutes tes activités. Catherine Oberlé, merci infiniment pour ce podcast qui, en tout cas, est pas évident pour moi qui ai l'habitude d'animer des émissions, était pas forcément évident, effectivement, sur le choix de nos mots. Et j'espère qu'en nous écoutant, vous aurez trouvé des clés. Et on n'a pas balayé tous les sujets, évidemment, juridiquement, il y a aussi beaucoup de choses à dire, etc. Mais là, on s'est vraiment attelé à passer en revue déjà les différentes situations et puis comment libérer cette parole et puis se reconstruire. Tu as accompagné ces dernières années de nombreuses personnes sur la voie de la guérison. Tu proposes tout ça à travers l'Académie du féminin, sur Internet, des programmes d'accompagnement et aussi en présentiel quand c'est possible, afin de permettre à chacun de se reconnecter, à chacune à sa propre puissance. Je rappelle aussi que tu es l'auteur de ce merveilleux livre « Domptez vos peurs et libérez votre féminin » aux éditions Le Duc. Merci beaucoup, Catherine. Merci, Anna. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Ce podcast est soutenu par Juste, expert suisse depuis 90 ans en cosmétique à base d'extraits de plantes et d'huiles essentielles. Si ces thématiques vous passionnent et que vous cherchez la liberté dans un métier qui vous ressemble, Juste se développe et recrute en ce moment des conseillères et des conseillers à domicile partout en France. Un immense merci à Juste pour leur soutien.